Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 20 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis cet ouvrage, Point de vue d'un journaliste de rue, de Jean-Marc Boiteau. Jean-Marc Boiteau, qui est également un camelot pour ce journal, L'Itinéraire, que vous connaissez, qui est un journal écrit par des gens qui ont connu ou qui connaissent la rue et qui tentent de s'en sortir. C'est très difficile de se sortir de la pauvreté extrême, extrêmement difficile. Et pour ma part, c'est une source d'indignation permanente, le sort que nous faisons aux plus démunis d'entre nous. Pour certains penseurs économiques, tels que l'inénarrable Milton Friedman, qui dit que dans une société, un taux de chômage de 10% est souhaitable pour la compétitivité, que les employeurs puissent avoir une main-d'œuvre abondante à faible coût, sans compter la compétition entre ces mêmes employés. Alors, si nous acceptons cette vision des choses, qu'un 10% de chômage est acceptable, eh bien, quel sort réservons-nous à ce 10% que nous avons collectivement consenti à sacrifier? Les conditions de vie des assistés sociaux sont un véritable scandale dans notre société opulente. Et je me permets aussi de rajouter que nous sommes tous complices de cet état de fait. Qui peut vivre avec un montant de 600 $ par mois, compte tenu du coût maintenant élevé des appartements à Montréal? Et ce sont de véritables taudis que nous trouvons, ou presque, à des montants comme 500 $. Alors nous sommes responsables de ça collectivement, quant à moi. Et aussi, je vais peut-être dire quelque chose d'épouvantable, là. Pour moi, le sort qui est fait aux plus démunis d'entre nous, c'est de l'extermination. On n'est pas sans savoir qu'une femme née dans l'ouest de l'île, dans un quartier riche de Montréal, a une espérance de vie supérieure de 27 années comparée à un homme né dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, qui est un des quartiers les plus pauvres de l'île de Montréal. 27 années de différence. Et en plus, quand certains de ces infortunés, au terme d'une vie pleine de difficultés, se retrouvent à ce qui apparaît, même à leurs propres yeux, comme une promotion, c'est-à-dire d'être considérés comme inaptes au travail, eh bien, cette condamnation à l'inaptitude au travail est une véritable mise à mort. Une mise à mort qui est suivie généralement, mise à mort symbolique, mise à mort financière, et qui est généralement suivie par une mise à mort tout court, car les problèmes de santé graves que rencontrent les personnes démunies les amènent à mourir extrêmement jeunes. Et j'ai vu autour de moi des pauvres mourir sans état d'âme. Des pauvres qui apprenaient qu'ils étaient atteints d'une maladie grave, eh bien, accueillaient la mort avec soulagement, en se disant presque, voilà une bonne chose de faite. Nous devons, nous, les activistes, les intellos prolétaires, les intellos déclassés, les intellos hors institution,
Nous devons nous battre pour améliorer le sort de nos concitoyens les plus infortunés. Et nous pensons qu'il devrait y avoir un minimum de revenus garantis, puisque collectivement, nous avons accepté un taux de chômage élevé. Et le pire reste à venir, hein, n'est-ce pas, avec les délocalisations et la robotique. Il y aura de moins en moins d'emplois disponibles. Sauf dans les services, naturellement, mais vous le savez, les services, ce sont des emplois extrêmement mal payés, généralement offerts à de jeunes personnes. Je vais conclure là-dessus. Hier ou avant-hier, sur la page du journal Les Affaires, hein, n'est-ce pas? Le journal Les Affaires, une chroniqueuse posait la question suivante. Devons-nous baisser le salaire minimum? Et là, elle rendait compte des diverses positions, des uns et des autres, les pour et les contre. Mais déjà, c'est une belle façon de manipuler le débat public en établissant les paramètres de la discussion et du débat. Nous étions déjà enfermés dans cet enclos. Êtes-vous pour ou contre le salaire minimum? Moi, j'aurais préféré qu'elle pose la question suivante. Pensez-vous qu'un revenu maximum doit être envisagé? Que l'imposition d'un revenu maximum soit souhaitable? Et là, on aurait pu vraiment discuter. Mais évidemment, ces questions-là, ces vraies questions-là, ne seront jamais posées par nos médias de masse. Alors, je vous lis. J'ai beaucoup aimé son livre, le livre de Jean-Marc Boiteau. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup de plaisir à le lire. C'est un homme qui écrit très bien. Et écrire très bien, c'est écrire simplement avec des idées claires. Et Jean-Marc Boiteau a les idées claires. C'est un livre de recension, de textes qu'il a publié dans la revue L'Itinéraire sur divers sujets. L'exclusion et la marginalité, la crise économique, n'est-ce pas? La pénurie de logements, ou encore des logements dans un mauvais état. Sur la santé mentale. Enfin, je vous le remontre encore. Et puis tenez, j'en profite tout de suite pour vous dire que si vous voulez vous porter acquéreur de cet ouvrage, ou encore à entrer en relation avec Jean-Marc Boiteau, vous pouvez le faire au numéro suivant, dans le 514, Montréal, 596 60 25. 514 596 60 25. Alors, je vous lis un passage qu'il a écrit, qu'il a publié dans l'Itinéraire, disais-je donc, automne 2011. Les indignés, qui sont-ils et que désirent-ils? Je me suis rendu au Square Victoria, sur le site du mouvement des indignés dans le centre-ville de Montréal. Des tentes et des campements improvisés foisonnent au beau milieu d'édifices abritant les messieurs de la finance. Près de 200 personnes occupent les lieux. Parmi eux sont présents des cégepiens, des universitaires, des itinérants, de même que des familles affectées par la pauvreté. Plusieurs affiches contenant des messages destinés aux politiciens sont érigées sur le site des indignés. Tout d'abord, j'aimerais me joindre à la voix de Catherine Giroir, rédactrice en chef et auteure de l'éditorial « Accepter l'inacceptable » pour souligner certains propos empreints de médisance tenus par certaines personnes qui se disent journalistes ou chroniqueuses. Madame Nathalie El Grabli
Lévy, chroniqueuse au Journal de Montréal, par exemple, se permet d'identifier les indignés comme des individus qui se laissent influencer par des idéologies communistes et, pour finir, dit que les indignés sont des ignorants. Je qualifie ces propos de désinformation. J'ai lu chacune des affiches qui se trouvaient sur le site d'Occupons Montréal et je n'ai pas vu l'ombre de messages à propagande communiste. Ces messages provenaient plutôt de personnes qui n'en peuvent plus de subir les affres d'un système désuet et en déroute. Je porte à votre attention, ainsi qu'à votre bon jugement, le contenu des différents messages lus sur le site. Avoir un meilleur esprit communautaire, être moins individualiste. Nous devons apprendre à nos enfants ce qui se brasse afin qu'ils puissent contribuer à créer un monde plus égalitaire. Nous devons être souverains, alimentairement et sainement, en créant des fermes, des jardins communautaires avec des semences saines. Message provenant de Mme Rainville de l'Union paysanne. Chercher des solutions à la surconsommation, créer un mouvement composé de gens humains qui s'y connaissent en finance. Évoluer vers des décisions, des institutions démocratiques plus représentatives, le peuple doit prendre des décisions. Dans un système capitaliste sauvage, où les injustices sociales se multiplient, même un aveugle peut voir les injustices sociales à l'égard d'une population branchée sur le respirateur artificiel. Par exemple, le revenu médian des ménages canadiens est passé de 45 800 en 1976 à 48 300 en 2009, soit une très faible hausse de 5,5 en 33 ans. Il n'est pas étonnant que l'on assiste à des soulèvements populaires de plus en plus persistants. Sur le site, j'ai fait la rencontre d'un Inuit artisan à qui j'ai demandé pourquoi il se trouvait parmi les indignés. Nous faisons partie des 99% des indignés qui ne bénéficient pas d'un partage des richesses, m'a-t-il répondu spontanément. Qui sont les indignés? Le mouvement des indignés est composé d'un nombre important d'étudiants victimes d'endettement, entre autres causés par les frais scolaires. Parmi les indignés, on dénombre aussi des personnes sur l'aide sociale qui ont peine à payer leur transport pour aller chercher un emploi. Rappelons qu'à Montréal, il en coûte 6 de frais de déplacement en transport en commun pour visiter un seul employeur potentiel. Imaginez combien il peut en coûter pour une recherche active. Évidemment, cela va de soi, les plus pauvres de la société sont du nombre des indignés. Enfin, quelques personnes à la retraite, ainsi que des individus de la classe moyenne, victimes de l'écart grandissant entre les riches et les pauvres, complètent le profil des indignés. Il y avait parmi eux des personnes qui se tiennent généralement à l'écart des mouvements sociaux. J'ai aussi été surpris par la quantité de journalistes présents sur les lieux. J'espère que ceux-ci continueront à être porteurs des messages qui dénoncent les injustices sociales dont sont victimes les plus pauvres de notre société. Il n'est pas nécessaire d'être un communiste pour critiquer les failles d'un système capitaliste désuet et en déroute. Un mouvement appelé à prendre de l'ampleur. Le mouvement des indignés, à ses débuts, semble aller dans plusieurs directions. Par ailleurs, je n'ai pas été en mesure d'interroger des représentants d'organismes sociaux pour soutirer des commentaires utiles pour mon article. En conséquence, à l'issue de ma visite, j'ai ressenti un vide. Un fait demeure cependant, c'est que parmi ces manifestants, il existe un point commun, une écœurantite aiguë face à un système qui ne cesse d'accroître l'écart entre les riches et les pauvres. Quand
je pense au fait que j'ai de la difficulté à me procurer du pain ou du beurre. Et regardant mes armoires, la plupart du temps presque vides, je ne peux qu'être en faveur de la cause des indignés. J'espère que le mouvement prendra de l'ampleur et soyez assurés que si des marches s'organisent, j'en ferai partie. Je fais le pari que ce mouvement continuera de s'étendre un peu partout dans le monde. Les dirigeants politiques et les messieurs de la finance feront mieux de prêter une oreille attentive aux revendications des peuples opprimés, sinon le mouvement risque de prendre une ampleur considérable. Oui, ben d'ailleurs, on est plusieurs à penser qu'Occupons Montréal a préparé l'insurrection étudiante du printemps. Et aujourd'hui, il y règne dans la province de Québec un tel climat de bouillonnement. C'est incroyable. Je ne me rappelle pas dans toute ma vie d'avoir ressenti une telle chose. Le feu couvre. Et ce feu-là, eh bien, messieurs de la finance et messieurs journalistes, messieurs, dames journalistes, continuez à nous abreuver de vos âneries habituelles, spectacles de divertissement, show de chaises, sport professionnel. La révolte, elle, n'en continue pas moins de gronder. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Encore une longue vidéo aujourd'hui, trop longue. Ça ne devrait pas dépasser 10-12 minutes, mais enfin, je me laisse emporter par mon enthousiasme. Alors, je vous remonte le livre une dernière fois de Jean-Marc Boiteau et je vous invite à vous emporter acquéreur. C'est très bien écrit. Alors, voilà. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Vous pouvez aller me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Allez, bonne journée. Portez-vous bien.